Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire de cette édition, la justice togolaise. Au cours de la semaine, le maître Abdoulaye Yaya a touché du doigt les faiblesses notées à l'endroit des auxiliaires du ministère. Dans un instant, nous aborderons le sujet pour d'amples précisions. Le pays a signé un nouvel accord de free roaming avec le Mali. Dans ce journal, nous reviendrons sur les détails pour vous. À l'international, en République démocratique du Congo, alors que les élections sont prévues pour le 20 décembre prochain, les jeunes expriment leur attente de ces élections. On y revient. Et puis au Tchad, perçu comme un test décisif pour la famille Idriss Déby qui gouverne depuis 3 décennies, les Tchadiens voteront pour une nouvelle constitution par référendum le 17 décembre. Une partie de l'opposition et de la société civile appelle au boycott. Nous y reviendrons dans le reste de l'actualité. Voici donc tout pour les titres. Place au développement. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le chef de la diplomatie togolaise s'est rendu à Niamey jeudi dernier pour discuter du calendrier de la transition. La CEDEAO préconise une aussi brève transition que possible. Le Niger envisage une période de 3 ans et la finalisation du calendrier est prévue pour janvier 2024. D'autres précisions pour vous. Désigné médiateur dans la crise nigérienne par la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le Togo est déjà de plein pied dans sa médiation pour un retour à la normale de la situation politique au Niger. Jeudi, le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, était à Niamey pour discuter avec les autorités au pouvoir. Il a été reçu par le Premier ministre de la Transition, Zaïn Lamine Mohamed. Composé du Bénin, de la Sierra Leone et du Togo, le comité de médiation dans la crise nigérienne n'a pas fait en totalité le déplacement. Selon le ministre togolais des Affaires étrangères, ce premier déplacement devrait connaître la participation de son homologue sierra-léonais. Mais ce ne fut pas le cas. Si la CEDEAO reconnaît officiellement le coup d'État au Niger, il n'en demeure pas moins qu'elle veuille une transition de très courte durée. Ainsi, le Togo, le Bénin et la Sierra Leone doivent aider le Niger à concocter un chronogramme de transition qui n'excède pas la prévision de la CEDEAO. Pour le Niger, une transition de 3 ans a été prévue par les militaires au pouvoir. Quant à la CEDEAO, les sanctions contre le Niger ne pourront connaître une atténuation que grâce à la validation du chronogramme de la transition par l'institution sous-régionale. Par ailleurs, un autre déplacement s'impose au médiateur pour finaliser le chronogramme en janvier 2024. Le Togo retrouve sa dynamique économique similaire à celle observée avant l'impact de la pandémie de la Covid-19. Selon le rapport du Conseil national de crédit pour l'année 2023, le pays a enregistré une amélioration significative de son environnement macroéconomique au cours de cette période, indiquant aussi une reprise après les difficultés liées à la pandémie. Bernard Canvi. Le secteur bancaire togolais a depuis les années 70 considérablement évolué. De nos jours, ce secteur continue de faire ses preuves. Selon le récent rapport du Conseil national de crédit CNC, l'environnement macroéconomique du pays a connu une évolution entre janvier et septembre 2023. En effet, le secteur financier du Togo a enregistré des évolutions encourageantes, particulièrement en ce qui concerne l'accroissement de l'offre de services de proximité. Ceci porte le nombre total d'agences de banque à 250 à fin 2023, une progression de 5 unités des agences de banque en glissement annuel. Concernant le nombre de distributeurs automatiques de billets et celui de guichets automatiques de banque, l'on note également des avancées. Le premier quitte 7 unités pour s'établir à 332 et le second 5 unités pour atteindre 40 sur la même période. Les institutions de microfinance ont aussi connu des progressions. Elles ont bondi de 28 unités pour atteindre 611 sur toute l'étendue du territoire. Après les magistrats, les auxiliaires de justice sont indexés par le Conseil suprême de la magistrature pour le travail approximatif et écarté des règles. Ce mardi, maître Abdoulaye Yaya est revenu sur les plaies de la justice togolaise lors d'un déjeuner. Les détails dans cet élément de Kofi Kligué. Après avoir dénoncé le dysfonctionnement au sein de l'appareil judiciaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature et président de la Cour suprême, maître Abdoulaye Yaya, revient à la charge.
Cette fois-ci, il indexe les auxiliaires de justice, comme les plaies de la justice actuelle. Selon Maître Abdoulaye Yaya, nombre d'auxiliaires de justice, à savoir les avocats, les notaires, les experts géomètres, les huissiers, les commissaires-priseurs, entre autres, ne font que saboter les efforts de modernisation de la justice. Les avocats, en plus du non-respect de leurs clients, usent de dilatoires pour faire perdurer le procès dans le seul but d'escroquer leurs clients. Les notaires, en matière successorale, se substituent dans la plupart des cas aux héritiers. Pour les huissiers, confectionner de faux actes de signification est leur loisir et le vandalisme avec les gros bras lors des expulsions est devenu pour eux une passion. Quant aux commissaires-priseurs, ils usent de subterfuges pour attribuer des objets ou des articles de vente aux enchères à ceux qui ne le méritent pas. Quant aux experts géomètres, ils se livrent au bradage des domaines au nom de financement. Parmi eux, des faux s'y glissent sous le couvert des géomètres agréés pour concevoir de faux plans qui par la suite induisent les tribunaux en erreur. La justice togolaise n'a pas encore fini avec ces problèmes, selon Maître Abdoulaye Yaya. Après la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Ghana, le Togo a signé un accord de free roaming avec le Mali. Quels sont les avantages de cet accord et quand rentrera-t-il en vigueur? Les précisions avec Gloire Lodonou. Après le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire, le Togo renforce sa coopération avec ses pays voisins ouest-africains en matière de télécommunications. Le pays a signé le samedi 9 décembre 2023 dernier à Lomé l'accord de free roaming avec le Mali. Ainsi, cet accord permet aux Togolais de communiquer à des tarifs réduits au Mali sans changer de carte SIM. Les utilisateurs des téléphones mobiles bénéficient de la gratuité de réception d'appels pendant les 30 premiers jours de leur séjour. Les appels locaux sont facturés à 119 francs CFA par minute au maximum et les appels vers le pays d'origine à 150 francs CFA par minute au plus. Le service Internet coûte 2,2 francs CFA le méga au maximum. Les responsables des organes de régulation des télécommunications des deux pays ont annoncé que les accords bilatéraux entreront en vigueur au plus tard le 9 février 2024. Par ailleurs, le Togo compte signer prochainement le free roaming avec le Burkina Faso, portant à 5 le nombre de pays partenaires dans la sous-région. La page internationale à présent, nous partons au Gabon où vendredi, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a confirmé la prolongation de la suspension du pays. Suspension décidée suite au coup d'État militaire du 30 août dernier, renversant le président Ali Bongo. Retrouvez plus de précisions dans ce reportage. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a décidé de maintenir ses sanctions contre le Gabon. Décision prise vendredi à l'issue du sommet de cette institution d'intégration régionale à Dibolo en Guinée équatoriale. La CEEAC, qui a reconnu le caractère paisible et inclusif de la transition gabonaise, a conditionné la levée de la suspension au retour de l'ordre constitutionnel. Tout en tenant compte du caractère paisible et inclusif de la transition politique en cours en République gabonaise et de la nécessité d'accompagner cet État membre vers un retour à l'ordre constitutionnel, la conférence a décidé de maintenir la décision de suspendre la participation du Gabon aux activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel conformément au texte de la communauté et de l'Union africaine. La levée de sanctions aurait représenté un premier pas vers une réintégration sur la scène internationale près de 4 mois après le coup d'État. Le général Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme d'une transition. Si le calendrier est respecté, des élections auront lieu en août 2025. En République démocratique du Congo à Kinshasa, des millions de citoyens se préparent à exercer leur droit de vote le 20 décembre prochain. Parmi eux, des jeunes expriment leurs espoirs et aspirations pour l'avenir du pays. On les écoute. Dans les rues animées de Kinshasa, ils sont des millions qui iront aux urnes le 20 décembre prochain pour choisir leur président de la République. Et le temps d'une journée, Gédéon, 22 ans, qui gagne sa vie en transportant ses compatriotes, entrera dans l'isoloir avec de nombreuses attentes. Je n'ai jamais rêvé d'être chauffeur jusqu'à la fin de ma vie. Je ne suis pas destiné à travailler uniquement pour les gens. Je dois aussi être un employeur. C'est pourquoi je veux retourner à l'école pour réaliser mes rêves.
Les jeunes qui constituent un bloc électoral important souffrent de sous-emploi chronique. Plus de 60% des 100 millions d'habitants du pays ont moins de 20 ans. Il y a des jeunes qui ont fait, par exemple, les BTP, ils sont des ingénieurs, mais par curiosité, même si vous les posez des questions, vous allez voir, ils sont dans les commerces, tout ça, transport, tout ça, vous posez des questions, mais la faute est due à quoi? La faute est due au pays. Les jeunes ne sont pas bien encadrés. Les principaux candidats à la présidentielle se sont tous engagés à créer davantage d'emplois. Le président sortant ayant promis 6,4 millions d'emplois en cas de second mandat. Vraiment, de ma part, j'attends de ces élections, premièrement, il faut qu'il y ait la transparence et que la vérité soit observée au niveau des urnes, qu'on vote utile. Et après ça, après avoir voté utile, on espère avoir vraiment des électeurs, des élus compétents. Alors que les jeunes aspirent à avoir beaucoup plus d'opportunités, ils espèrent aussi un retour définitif à la paix dans le nord-est du pays, en proie à des conflits armés depuis des décennies. Demain, 17 décembre, les citoyens tchadiens se rendront aux urnes pour le vote d'un référendum visant à adopter une nouvelle constitution, une étape clé vers la tenue des élections. Quels sont les défis majeurs liés à ce référendum? Des éléments de réponse dans ce qui suit. Les électeurs tchadiens votent ce dimanche pour un référendum sur une nouvelle constitution. Étape clé vers les élections et le retour à un régime civil. Ce vote est également considéré comme un test décisif pour la famille Déby qui est au pouvoir depuis plus de 3 décennies. Le premier enjeu, c'est le taux de participation. Le second, c'est la crédibilité même du référendum. Parce que de bout en bout, c'est le ministère de l'administration qui a géré le processus. Et dans les provinces, ce sont les gouverneurs. Dans les départements, ce sont les préfets. Donc, c'est carrément porté à bout de bras par le gouvernement qui, en principe, devait être neutre. Une partie de l'opposition et de la société civile appelle au boycott. Elle estime que la constitution proposée n'est pas très différente de la précédente qui concentrait des pouvoirs importants entre les mains du chef de l'État. Il y aura des contestations. Parce que à côté de ceux qui ont appelé pour le non, ceux qui sont pour le boycott et tout ça, les gens veulent avoir un contrôle citoyen. Le général Mahamat Idriss Déby, âgé de 37 ans et au pouvoir depuis 2021, a déclaré qu'il se présenterait à l'élection présidentielle de 2024. Le vendredi dernier marque l'adhésion officielle de la Somalie à la communauté de l'Afrique de l'Est en tant que 8e État membre. Cette intégration intervient 3 semaines après que les États membres ont approuvé l'adhésion de ce dernier au sein du bloc régional lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement tenu en Tanzanie le 24 novembre dernier. Les précisions. La Somalie a officiellement été admise vendredi comme 8e État membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président Hassan Sheikh Mohamud a signé le traité d'adhésion en présence du président du Soudan du Sud, Salva Kiir, président en exercice de la communauté, et du président ougandais Yoweri Museveni lors d'une cérémonie qui s'est tenue à Entebbe en Ouganda. C'est le 24 novembre dernier que l'État somalien, lors d'un sommet des dirigeants à Arusha en Tanzanie, était devenu le 8e membre du groupe. Le président Sheikh Mohamud a déclaré que l'officialisation de l'intégration de la Somalie dans l'Union était une lueur d'espoir pour un avenir plein de possibilités et que son pays se réjouissait de contribuer au progrès de la région. Fondée en 2000, l'EAC a notamment pour but de faciliter le commerce transfrontalier en supprimant les droits de douane entre ses États membres. Elle a établi un marché commun en 2010. Mais l'instabilité sécuritaire dans la région continue d'être source de tensions. De nombreux États membres font face à des conflits armés. Le président malgache André Rajoelina a été investi pour un second mandat lors d'une cérémonie qui s'est tenue samedi. Sa réélection au premier tour, marquée par le boycott de l'opposition, suscite des contestations, cette dernière déclarant ne pas reconnaître les résultats du scrutin. Lors de cette cérémonie, il s'est engagé à construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. Écoutons plutôt. Le
Le président malgache Andry Rajoelina s'est engagé à construire une nation plus forte et plus prospère et à se tenir toujours au chevet des plus démunis. Des engagements pris alors qu'il prêtait serment samedi pour un second mandat après sa réélection au premier tour d'un scrutin boycotté par l'opposition. L'élection à Madagascar a été un témoignage de la maturité démocratique de notre nation. Le processus s'est déroulé dans la sérénité, d'une manière pacifique et exemplaire. C'est un signal fort de la volonté du peuple malagasy d'avancer dans la continuité d'un environnement de paix et de stabilité. La cérémonie d'investiture dans la capitale Antananarivo a réuni quelques 50 000 personnes dans le plus grand stade de l'île. L'opposition qui a manifesté pendant plusieurs semaines pour dénoncer un coup d'État institutionnel a également boycotté la cérémonie d'investiture. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il accorde une attention particulière aux problèmes sociaux, notamment en matière d'électricité, et qu'il trouve des solutions. En tant que pâtissière, mon entreprise est déficitaire. Notre vie professionnelle est affectée par ce problème d'électricité qui a ruiné notre activité. Plusieurs chefs d'État de la région, Azali Assoumani, président des Comores, étaient présents, Felipe Nyusi du Mozambique, ainsi que le dirigeant zimbabwéen Emerson Mnangagwa. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour notre tour de l'actualité.